Double rebondissement dans l'Open de Bercy. McEnroe sorti par l'Espagnol Casal et Noah battu par l'Américain Tim Mayotte. Le lourd passé du président autrichien Waldheim. De nouveaux documents prouvent qu'il a menti sur son activité pendant la dernière guerre. La Commission nationale de la communication au grand complet. Parmi les nouveaux venus, Pierre Sabag, l'un des pères du journal télévisé. Ce vendredi 31 octobre 1986, un jour de détention de plus pour les otages français du Liban. Les diplomates Marcel Fontaine, Marcel Carton, le journaliste Jean-Paul Kaufmann, nos amis d'Antenne 2, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, ainsi que Camille Sontag, ne sont toujours pas libérés. Et puis peut-être du nouveau ce soir, avec une dernière minute, Bruno Albin. Oui Bernard, du nouveau qu'il convient, faut-il le dire, de prendre avec la plus extrême prudence. Ce nouveau tient en deux brèves dépêches de l'agence américaine Associated Press. Deux des otages français détenus au Liban, Marcel Carton et Marcel Fontaine, des diplomates donc, ont été conduits à Andjar, où ils pourraient être libérés en même temps que 6 otages américains. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure la radio chrétienne libanaise La Voix du Liban. Ce qui est important, c'est que Andjar, c'est l'endroit où les Syriens ont établi leur quartier général au Liban. Les otages se trouveraient donc pour l'instant à l'intérieur d'une prison et sous contrôle du quartier général syrien. La radio a ajouté que les 8 otages, et c'est cela qui est extrêmement important et qui fait qu'il faut prendre cette information avec beaucoup de prudence, la radio a donc ajouté que les 8 otages, les 2 Français et les 6 Américains, seraient libérés en échange de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est actuellement détenu en France et en instance de jugement. Cette information n'a pas pu être vérifiée sur place, dit l'agence Associated Press, et au Quai d'Orsay à Paris, pour l'instant, on ajoute que l'on ne dispose d'aucune information permettant soit de confirmer, soit d'infirmer ces nouvelles qu'il faut donc prendre avec la plus extrême prudence. Donc des informations qui sont, on le répète, au conditionnel. Il faut quand même insister sur le fait qu'elles interviennent, ces informations, au moment où Terry Waite, l'émissaire de l'archevêque de Canterbury, l'émissaire britannique, est à Beyrouth. Oui, alors M. Terry Waite était cet après-midi à Larnaca, à Chypre. Il s'est entretenu avec des journalistes en poste à Beyrouth par téléphone et il a invité les journalistes présents à Beyrouth à être très attentifs. Quelque chose, disait-il, pouvait se produire, quelque chose d'important qui pouvait aboutir à la libération d'otages. Monsieur Terry Waite, vous le savez, est l'émissaire de l'archevêque de Canterbury. C'est une personne qui a joué à de multiples reprises au Liban, en Syrie, en Iran et ailleurs un rôle de médiateur. Sa présence là-bas n'est absolument pas étrangère, selon toute vraisemblance, aux informations dont nous nous faisons l'écho pour l'instant. Et donc, M. Terry Waite semble jouer un rôle clé dans cette affaire. M. Waite a 46 ans et c'est une personne que l'on a vu parcourir tout le Proche-Orient à la recherche de solutions. Il avait notamment contribué tout à fait récemment à la libération de l'un des otages américains, le père Genko, vous vous en souvenez, au cours de l'été dernier. Terry Waite, qui est donc l'envoyé spécial de l'archevêque de Canterbury. Avez-vous obtenu des réactions précises à Paris? Alors, nous avons téléphoné bien évidemment à la fois au Quai d'Orsay et à l'hôtel Matignon. Nous sommes renseignés auprès du ministre des Affaires étrangères et des services du Premier ministre. Pour l'instant, le gouvernement a appris cette information de la même manière que nous autres journalistes. Il l'a appris par le truchement des dépêches de l'agence Associated Press. Il ne dispose d'aucune autre information et il essaye tout naturellement d'entrer en contact avec les capitales intéressées, avec Damas, puisque, je vous le rappelle, selon la dépêche d'Associated Press, les 8 otages, les 2 Français et les 6 Américains, se trouveraient pour l'instant dans une prison militaire syrienne sous le contrôle de l'armée syrienne au Liban. Bruno Albin, vous restez dans ce studio, vous nous tenez informés minute par minute des prochains développements, puisque c'est bien sûr l'information majeure de ce journal. Voilà donc, à tout instant, je pourrai vous tenir informé sur ces développements. Bonsoir, bonsoir quand même. Et pour commencer, nous allons parler sport, car vous allez voir combien il est difficile de revenir au premier plan, même quand on s'appelle John McEnroe ou Yannick Noah. Big Mac devait absolument gagner ce soir le tournoi de Bercy en tennis pour pouvoir participer au prochain Master. C'est ainsi qu'on appelle le championnat des États-Unis. Mais vous allez le voir, l'Espagnol Sergio Casal n'en a fait qu'une bouchée. 2-7 lui ont suffi. Quant à Yannick Noah, il n'a pas non plus fait le poids devant l'Américain Tim Mayotte. Là encore, il a suffi de 2-7. Gérard Holtz est en direct de Bercy.
Oui Bernard, avec une toute dernière information, je viens de l'apprendre exactement il y a 10 secondes, John McEnroe vient d'écoper de 3 000 $ d'amende pour insulte envers l'arbitre, donc il est suspendu pendant 21 jours. Et on savait déjà qu'il ne jouerait pas le Masters, mais de toute façon maintenant il est suspendu pendant 21 jours. Je vous propose maintenant en images de revoir donc quelques extraits de son match. Décidément à Bercy aujourd'hui, ce n'était vraiment pas le jour de John McEnroe. Face au 100e joueur mondial, Sergio Casal, McEnroe n'a jamais pu imposer son jeu. Fini le temps des services canons et des volées magiques. Cet après-midi, McEnroe était presque redevenu un joueur comme les autres. Sans inspiration, sans génie. Son adversaire, Sergio Casal, lui, était sur un nuage. Il jouait juste, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Casal gagne le premier set 6-3. Il va gagner la deuxième manche au tie-break 7-6. Casal donc qualifié pour les demi-finales où il rencontrera Tim Mayotte. McEnroe éliminé et McEnroe qui craque. McEnroe énervé par certaines décisions de l'arbitre s'en prend à Jeremy Charles et cela donc lui coûte très cher. Écoutez les propos de McEnroe. Je n'ai jamais vu un arbitre comme ça de toute ma vie entière. Et là un mot que je ne peux pas prononcer. Jamais vous ne m'arbitrerez plus, dit McEnroe en sortant du court. Bye bye Mac. Et au revoir aussi Yannick. Yannick Noah battu par Tim Mayotte. Yannick qui a fait un très bon match, mais Mayotte a réussi de bien meilleurs volets. Tim Mayotte gagne 7-5, 7-5. J'ai fait un bon match. Le problème, c'est que quand on joue contre un gars qui a la qualité de jeu de Mayotte, sur cette surface, il faut pas rater les balles faciles, quoi. Et j'ai l'impression qu'il joue très bien contre moi, quoi. Il aime mon jeu. Le CRS Gilles Burgos est en prison ce soir. Le juge chargé d'instruire l'affaire de la rue de Mogador et qui l'avait auparavant inculpé, et ce magistrat l'a placé sous mandat de dépôt. Une mesure qui semble destinée à l'empêcher d'avoir des contacts avec des témoins importants à quelques jours d'une nouvelle reconstitution de la mort de Loïc Lefebvre. Alors pour comprendre cette décision, voyez les explications d'Emmanuel Vanier. Gilles Burgos lors de la première reconstitution en juillet dernier. Sa version à l'époque, Loïc Lefebvre était de face, menaçant à plus de 10 mètres. Cette version, reconnaît aujourd'hui Burgos, lui a été soufflée par ses collègues et par sa hiérarchie. D'ailleurs, quelques jours plus tard, l'expertise balistique montrait que Loïc Lefebvre était de dos, légèrement de côté, lorsqu'il a été tué et que le CRS se trouvait très près de sa victime. D'où la deuxième version de Burgos. Loïc Lefebvre aurait amorcé une rotation, geste jugé menaçant par le CRS. J'ai tiré à 4 mètres de distance, reconnaît-il aujourd'hui. Dès le début de l'enquête, c'est ce qu'avaient affirmé deux témoins clés, Claude Hamon et Max Dantès, et aujourd'hui un fait nouveau, l'apparition d'un troisième témoin. Je pense que si le juge d'instruction a pris la décision de placer M. Burgos en détention, c'est qu'il y a, semble-t-il, un nouveau témoin qui vient confirmer que M. Burgos a tiré sur Loïc Lefebvre à une distance extrêmement rapprochée, ce qui démontre l'intention de tuer. Par ailleurs, je crois que M. Burgos a quelque peu abusé de la liberté qu'on lui a laissée pour se faire souffler une version qui ne correspond plus à l'heure actuelle à la réalité. Pour les avocats de la défense, en revanche, aucun élément nouveau ne justifie l'incarcération de Gilles Burgos. Il a dit au juge d'instruction, je suis policier, j'ai accompli la mission qui m'était confiée dans le cadre de mon métier et c'est terrible de se retrouver ainsi. Si j'ai tiré, c'est que je me suis véritablement senti en danger et que je ne pouvais pas faire autrement. Gilles Burgos a été emprisonné à Fresnes aujourd'hui sur décision du juge d'instruction Michel Legrand. Il devrait rester incarcéré à l'abri de toute influence, au moins jusqu'à la nouvelle reconstitution prévue jeudi ou vendredi prochain. 13 à table pour présider aux destinées de l'audiovisuel français, la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, qui remplace la haute autorité, est au complet ce soir. Les 10 premiers membres ont choisi les 3 qui manquaient. Ce sont Roger Bouzinac qui représente la presse écrite, Pierre Boussonnier qui fut président de Thomson CSF et Pierre Sabac que vous connaissez bien puisqu'il fut l'un des créateurs du journal télévisé, de ce journal télévisé. Un portrait express des nouveaux venus maintenant par Gaël Monlahuc.
En ce temps-là, la télévision dépendait directement du ministère de l'Information et Pierre Sabag était le rédacteur en chef du premier journal télévisé. Âgé de 68 ans aujourd'hui, il peut se targuer, après 40 ans de télévision, de bien connaître la machine. Il a dirigé la première, puis la seconde chaîne et a produit de nombreuses émissions demeurées célèbres. Roger Bouzinac, 65 ans, le patron de la Fédération de la presse française, aura lui à cœur de défendre la presse écrite. Enfin, Jean-Pierre Buissoni, 66 ans, ex-président du groupe Thomson, est un spécialiste des télécommunications. Ils étaient 10 aujourd'hui pour nommer ces trois-là. Cette cooptation ne s'est pas faite à l'unanimité, mais paraît-il dans de bonnes conditions. Ils seront 13 à se réunir dès mardi prochain afin d'élire rapidement leur président. Le 12 novembre, la nouvelle commission sera intronisée officiellement. Et à la fin du mois, ils pourront intégrer leurs nouveaux locaux, ici, au 56 rue Jacob. Ensuite, leur tâche la plus urgente, selon eux, sera de renouveler ou non le mandat des présidents des sociétés de services publics. Paul Amar, la haute autorité, c'est donc fini. Ce soir, la CNCL, c'est bien parti et c'est un vrai changement. Oui, si l'on tient compte du nombre, ils étaient 9, ils seront 13. Oui, si l'on tient compte du mode de désignation, la haute autorité avait dans sa majorité une sensibilité de gauche. La nouvelle commission a dans sa majorité une sensibilité de droite. Ces deux changements, le chiffre et la couleur, auront-ils des conséquences importantes? La réponse appartient en fait aux 13 qui ont pour mission, Gaël Monlahuc vient de le rappeler, 1. de reconduire ou non les présidents des chaînes du service public comme Antenne 2 et FR3, 2. de désigner les propriétaires de TF1 et les concessionnaires de la 5. Leur choix sera révélateur, mais il ne faudra pas s'en tenir à ces premières décisions. L'avenir de l'audiovisuel dépendra ensuite du comportement quotidien que la nouvelle commission aura à l'égard de la télé, mais aussi à l'égard des hommes politiques. Une tâche délicate, pas facile, d'être l'arbitre entre deux mondes qui entretiennent des relations complexes, antagonistes, souvent conflictuelles. La nouvelle commission s'en rendra compte très vite, mais elle bénéficiera sur ce point d'une expérience, celle de sa sœur aînée, la haute autorité, qui avait réussi tant bien que mal à servir d'écran entre ces deux mondes, entre Jupiter, comme dit Michel Cotta, c'est-à-dire le pouvoir, et les miroirs. C'est un acquis que les 13 voudront, disent-ils, conserver. Jupiter est prévenu. Peut-être bientôt un nouveau service militaire en France, un service militaire qui serait en quelque sorte à la carte. C'est en tout cas un dossier prioritaire pour le ministre de la Défense, M. Giraud. Thème de la réflexion, 70% seulement des jeunes Français font leur service militaire. La preuve donc que quelque chose cloche, d'où cette idée de stage de défense minimum pour tous, d'une durée de 2 ou 3 mois, y compris pour les inaptes, ce qui n'exclut pas pour autant un service plus complet pour la majorité des jeunes gens. Autre mesure envisagée, des volontaires pourraient être affectés tout près de chez eux dans des conditions qui rappellent un peu ce qui se passe actuellement en Suisse. La violence peut prendre bien des formes à travers le monde. Hier soir, nous vous montrions l'image des 800 étudiants qui occupaient leur université en Corée du Sud. Ils menaçaient de se jeter du toit si leur gouvernement ne modifiait pas sa politique à l'égard des États-Unis, qui est, vous le savez, très présente en Corée. Eh bien, quelques heures plus tard, vous allez le voir, la police intervenait avec une rare brutalité. Commentaire de Pierre Serra. Retranchés depuis 3 jours sur le campus de l'université Konkuk à Séoul, les étudiants coréens entendaient protester contre la présence américaine dans le pays et contre la politique anticommuniste du régime qui entrave, selon eux, la réunification des deux Corées. Les maîtres du pays n'admettent pas la contestation et ils n'y sont pas allés de main morte ce matin pour réduire les étudiants. Des hélicoptères ont déversé des grenades lacrymogènes sur les bâtiments avant que les 7000 policiers des brigades anti-émeutes engagées ne donnent l'assaut. Munis de haches et de matraques, ils ont forcé les portes et les fenêtres des bâtiments, à l'intérieur desquels, selon des témoins, des étudiants auraient été sauvagement battus. Bilan 70 blessés, dont plusieurs gravement côté étudiants, et près de 1200 arrestations. La répression ne cesse de s'aggraver dans le pays. La brutalité de l'intervention policière en témoigne et risque en même temps de pousser ceux qu'on déloge aujourd'hui à redresser la tête un jour ou l'autre. Oui, ce sont des scènes de répression qui ont enflammé les universités en Corée où de violents affrontements se sont depuis produits avec les forces de l'ordre. Au total, l'agitation a gagné 6 universités coréennes ce soir. Rien ne prouve que Kurt Waldheim, le nouveau président autrichien, ait participé aux atrocités commises par les nazis lors de la dernière guerre en Yougoslavie. Mais il est maintenant parfaitement clair qu'il a menti sur son passé. De nouveaux documents prouvent en effet qu'il était bien dans les Balkans au pire moment de la répression allemande. Des documents qu'analysent pour nous Patricia Coste et Jacques Abouchard aux États-Unis.
Kurt Waldheim, officier dans l'armée allemande malgré lui, selon ses dires, a-t-il fait le travail d'un simple lieutenant pendant la guerre ou a-t-il fait du zèle au point que les Soviétiques et les Yougoslaves ont pu le faire chanter plus tard? Ce sont les révélations d'un journal américain. Le Post fait état d'un dossier compromettant établi par la police secrète de Belgrade contre l'actuel président autrichien. Le journal cite même un ancien espion, Antun Koledik, responsable des opérations des services secrets yougoslaves à Vienne en 1947. Kolendik affirme avoir remis une copie du dossier Waldheim à Moscou. Il se déclare absolument certain que les soviétiques avaient contacté M. Waldheim. Selon un autre ancien responsable du contre-espionnage yougoslave qui n'est pas identifié par le Poste, les Russes avaient prévenu Belgrade dès 1948 que M. Waldheim avait été recruté et travaillé comme agent soviétique. Autre pièce à verser à un dossier déjà lourd, Kurt Waldheim rectifie encore une fois sa bibliographie. Il a retrouvé la mémoire sur ses activités en Yougoslavie. Hier, il disait n'avoir pas été dans les Balkans au moment d'une vaste opération de nettoyage qui aurait fait plus de 10 000 morts. Aujourd'hui, il reconnaît y avoir participé. Il ajoute toutefois n'avoir pas fait partie des troupes combattantes. Il était chargé du ravitaillement. Dernière pièce pour aujourd'hui, la publication par la télévision israélienne de la photocopie du dossier complet établi par la commission d'enquête gouvernementale yougoslave qui conclut à la responsabilité directe de Waldheim dans des crimes de guerre. Mais attention, rien dans ce dossier ne permet d'établir à coup sûr la culpabilité de Waldheim. Quoi qu'il en soit, après la guerre, bien avant que Waldheim soit élu président, toutes ces pièces, vraies ou fausses, étaient déjà dans des dossiers connus des soviétiques, à l'époque où Kurt Waldheim commençait une brillante carrière de diplomate. Une cible de choix pour un éventuel chantage, d'autant plus facile que Waldheim, par ses omissions ou mensonges répétés, s'était déjà mis en position de faiblesse. Bien, je vous rappelle l'information majeure de ce journal, c'est l'annonce tout à l'heure par une dépêche de l'agence Associated Press de l'éventuel, je dis bien l'éventuel, avec tous les conditionnels possibles, libération de 8 otages, dont 2 Français, 8 otages détenus au Liban, des Américains et donc 2 Français. Ce serait, je répète avec le conditionnel, Marcel Carton et Marcel Fontaine, et du nouveau maintenant, Bruno Albin. Oui, les otages auraient été conduits, selon la radio libanaise, à Anjar, qui est le quartier général des forces syriennes au Liban, par le général Hassi Kanan. C'est une information très importante qui est donnée là par la radio libanaise. Le fait que le général Kanan ait personnellement escorté les otages est extrêmement significatif, puisqu'il est au Liban la personne en qui le président syrien Hafez el-Assad a déposé toute sa confiance. Je vous rappelle que la voix du Liban a précisé que les otages attendaient à l'intérieur de la prison militaire d'Anjar que la libération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est, semble-t-il, le marché qui est proposé au gouvernement français et américain. Un marché donc, mais pour le moment, aucune certitude. Il faut aucune certitude, tout ceci reste au conditionnel, évidemment. Donc prenons le cours normal de ce journal pour revenir à l'actualité sociale avec pas de consensus patronal sur les nouvelles procédures de licenciement. Les PME refusent pour l'instant en tout cas de s'aligner sur le CNPF. Après 10 jours d'hésitation, leur confédération vient d'annoncer qu'elle ne signerait pas l'accord établi le 21 octobre dernier entre le CNPF et 3 syndicats. Apparemment, cet accord n'a pas le même sens pour tout le monde, Gérard Leclerc. Eh oui, il y a désaccord sur l'accord. Aussi curieux que cela paraisse, les PME et les syndicats n'ont pas la même interprétation du texte qu'ils ont élaboré ensemble après 30 heures de discussion. Le vilain canard, c'est l'article 7. Il stipule que les entreprises devront mettre en œuvre des contrats de conversion pour les salariés licenciés. Pour les syndicats, c'est un devoir, donc une obligation. Pas question de revenir dessus, d'autant que c'est la seule contrepartie à la suppression de l'autorisation de licenciement. Pour les PME, au contraire, ces contrats sont une simple possibilité. Faute d'avoir obtenu cette interprétation, la CGPME refuse donc de signer. Alors au-delà de ces questions d'interprétation, l'occasion est belle pour la CGPME de M. Bernasconi de rappeler qu'elle existe par elle-même, surtout en ces temps où l'autre organisation patronale, le CNPF, est quelque peu déstabilisée par les divisions et l'élection d'un nouveau président. Quant au ministre Philippe Séguin, il se retrouve un peu piégé. C'est lui qui devra trancher par la loi le fameux caractère obligatoire ou facultatif des contrats de conversion, en se mettant donc à dos les PME ou les syndicats, exactement ce qu'il avait voulu éviter. Une information qui intéresse tous les futurs propriétaires avec du nouveau sur les prêts au logement. Il s'agit précisément de ce que l'on appelle le 1% patronal, c'est-à-dire le prêt employeur qui est en général fort peu coûteux, aux alentours de 3% d'intérêt. Alors la nouveauté, c'est que ce prêt augmente sensiblement jusqu'à 70 ou 80 000 francs, ce qui veut dire que dans certains cas, il permettra de financer la totalité de l'apport personnel.
La mafia dispose maintenant d'un tel poids aux États-Unis qu'une revue fort sérieuse qui publie chaque année la liste des hommes et des entreprises les plus riches du monde ou les plus performantes du monde, la revue Fortune, vient de dresser la liste des 50 plus gros patrons de la mafia installés en Amérique. Avec un chiffre absolument incroyable, mis bout à bout, leurs entreprises pèsent le tiers du budget de la France. Un document politico-policier qu'Hervé Brusini nous présente en noir et blanc, comme il se doit. Cette fois, il avait ouvert toutes les portes, tous les coffres, tous les comptes en banque de la mafia. Un job pas facile, même quand on est du FBI. Le gros Tony, par exemple, le numéro 1 du palmarès, Anthony Salerno, 75 ans, mais bon pied, bon oeil. De sa prison, il dirige son gang, 300 personnes, business, racket, extorsion de fonds, la plus grosse fortune de la mafia new-yorkaise. Et Joe le batteur, le porte-flingue d'Al Capone, numéro 2 dans les chaînes des revenus, selon nos calculs, 80 ans, le parrain Accardo. Ils se disent tous enfants de cœur, pourtant ils ne sont plus de la première fraîcheur. 73 ans, Anthony Corallo, le 3e compte en banque de la Cosa Nostra américaine, son passe-temps, le contrôle de l'aéroport international de New York, revenu 4 milliards de dollars par an. Mais le FBI avait truffé sa Jaguar de micro, on le juge en ce moment même. Numéro 6 au hit parade du coffre-fort Carmine Persico, deal serpent, trafic de drogue, travaux publics, il dort en prison. Et pour finir, le numéro 13, deal fringant, John Gotti, 46 ans. Il les aime, les Mercedes 450 SL. Officiellement, il se dit producteur de films porno. En fait, sa spécialité, la prise d'otage et surtout l'élimination des concurrents. Une affaire qu'il suit d'ailleurs jusqu'au bout, grâce à sa filiale, une entreprise de pompes funèbres. Au total, les 50 patrons de la mafia totalisent plus que les industries du fer, de l'acier, du cuivre et de l'aluminium réunis. 50 milliards de dollars. Et là-dedans, le FBI ne compte pas tout cet argent recyclé dans des entreprises au-dessus de tout soupçon. Ça risquerait de nous entraîner trop loin. Probable. Les ravisseurs présumés du roi de la bière, Freddy Henken, sont ce soir en prison aux Pays-Bas. Ils avaient été extradés ce matin de France. C'est l'épilogue d'un bien long feuilleton judiciaire qui remonte au 23 octobre 83. C'est la date donc de l'enlèvement du roi de la bière. Voici des mois que la justice hollandaise attendait le retour des deux ravisseurs. De bien curieuses fouilles en plein cœur de Paris, l'ancienne maison des examens que bien des Parisiens connaissent pour y avoir sans doute éprouvé les affres de la version latine ou les hésitations inséparables du théorème de Pythagore, cette maison est maintenant livrée à la démolition. Et vous allez le voir, elle nous révèle ses secrets bien étonnants. Question de cours, devinez qui dormait sous les pieds des étudiants. Réponse Pierre Champetier et Noël Alexandre. Nos racines culturelles mises à jour par une pelleteuse. En démolissant la célèbre maison des examens, dans laquelle des générations de jeunes Parisiens se sont exercés à la traduction de Virgile et de Cicéron, un promoteur immobilier, qui s'en serait bien passé, a découvert tout un quartier gallo-romain. Les travaux ont été suspendus sur le champ et les archéologues ont obtenu 50 jours pour explorer ce camp retranché de notre culture où le latin ne voulait pas mourir. Nous avons trouvé des parties de fondation de construction, toute une série de constructions gallo-romaines, sous forme des restes de pièces à demi enterrées, éclairées par des soupiraux, et dans lesquelles se sont effondrés ou ont été précipités les restes des décors des parties supérieures. Et en particulier, ces beaux décors d'enduit peint, dont nous avons trouvé des homologues déjà rue Amiot et rue Gay-Lussac, et qui cette fois-ci présente le grand intérêt d'offrir pour la première fois des figurations humaines ou semi-divines ou divines, comme par exemple cette petite tête qui est peut-être celle d'un Apollon. Ce que nous espérons, c'est comme nous avons pu le faire rue Amiot, pouvoir reconstituer cette espèce de puzzle qui nous donnera les décors d'une habitation gallo-romaine du 1er, 2e siècle. Mais ici, c'est une trouvaille importante, c'est quelques maisons ou tout un quartier? C'est tous les éléments d'un quartier, à mon avis, il y a au moins 7 à 8 habitations de la périphérie de la ville. Alors ça veut dire que toute cette partie de Paris est remplie de trésors archéologiques? Ah, certainement, certainement. Contrairement à ce qu'on a dit bien souvent, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Paris. Parce que dans toute cette région de la rive gauche qui comporte quantité de jardins, eh bien, nous avons chance de trouver assez souvent la couche archéologique tout près, vous voyez, elle est à 1 mètre sous le sol. Et là, alors? Là, il y en a aussi, nous avons trouvé. Il ne me reste plus qu'à faire démolir ces maisons pour pouvoir fouiller les remplacements.
Et vous espérez pouvoir le faire? Dieu voulant. Rassurons les voisins, monsieur le directeur des fouilles plaisante. Avec ce butin, il a largement de quoi s'occuper avant que de mettre Paris en bouteille et Lutèce en cajot. Les pronostics de Lionel Ovadia pour le tiercé qui se court demain sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un steeple de 4700 mètres, il y a 14 partants. Et Lionel vous suggère de jouer le 4, le 9, le 3, l'As, le 7 et le 14. 4, 9, 3, As, 7 et 14. La météo maintenant avec vous, Laurent Boussier. Du beau temps pour le week-end, j'espère? Pas du tout. Demain, c'est la Toussaint. C'est donc la fête de tous les saints. Nous fêterons aussi Saint Nuages parce que des nuages, il y en aura un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, au-dessus de nos têtes. On les voit évidemment arriver sur la photo satellite prise cet après-midi, la voilà, avec une dépression juste en dessous de l'Irlande et des perturbations qui arrivent. Il y en avait déjà une aujourd'hui sur la France. Celle-là va s'éloigner vers l'est puisque nous sommes dans un régime d'ouest. Et la deuxième, celle qui était aujourd'hui sur l'Atlantique, eh bien, va venir sur la France pour nous donner un temps typique de Toussaint. Avec sur une grande partie du pays, on le voit sur la carte du temps prévu pour demain, un temps brumeux, nuageux, des bruines, c'est-à-dire de petites pluies peu abondante mais assez continue sur toute la moitié nord et même débordant la moitié nord sur le sud de la Loire. Seules seront épargnées évidemment les régions proches de la Méditerranée, Languedoc, Roussillon, Provence, Côte d'Azur, Corse où le soleil brillera encore. Mais attention, on risque de retrouver quelques éclaircies en soirée seulement sur la Bretagne. Côté température, eh bien ça va avec, c'est-à-dire elles sont stationnaires ou en légère baisse, de 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 14 degrés à Rennes et 13 degrés à Brest, sur la moitié sud, de 12 degrés dans le Massif central jusqu'à 17, 18 et 21 degrés en Corse, la Corse qui sera encore donc la région la plus douce. Demain sera le samedi 1er novembre, c'est notre agenda maintenant, le soleil se lèvera à 7h38, se couchera à 17h30, 2 minutes de soleil en moins, la rapidité de la descente des jours diminue et ce sera la Toussaint, je vous l'avais déjà dit. Voilà, avant de refermer ce journal, nous revenons un moment, si vous voulez bien, sur cette affaire des otages, cette dépêche qui nous annonçait au début du journal, l'éventuel, il faut être très prudent, parler au conditionnel, l'éventuelle libération de 8 otages au Liban, dont peut-être 2 otages français, les 2 diplomates, Marcel Carton et Marcel Fontaine. D'abord, les faits avec vous, Bruno Albin, vous nous rappelez? Oui, alors donc cette dépêche de l'agence américaine Associated Press qui nous apprend que 8 otages, dont Marcel Carton et Marcel Fontaine, les 2 diplomates français, et 6 otages américains sur les 7 otages américains actuellement détenus au Liban, se trouvent ce soir dans une prison militaire au Liban, la prison militaire d'Anjar, où se trouve le commandement militaire syrien. Cette information donnée par l'agence américaine est reprise de la radio libanaise, la radio chrétienne, la Voix du Liban. Les otages ont été conduits à Anjar par le commandant en chef des forces syriennes au Liban, par le général Hassi Kanaan. Le fait que le général Kanaan ait personnellement escorté les otages est extrêmement significatif puisque le général Kanaan est au Liban l'homme de confiance du président syrien Hafez el-Assad. Selon les informations de la Voix du Liban, les otages attendent sous la surveillance de l'armée syrienne. Et ils attendent en fait que la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le chef présumé des FARL actuellement détenu en France et en instance de jugement, soit libéré pour permettre un échange donc entre les 8 otages et Georges Ibrahim Abdallah. Alors voilà donc pour les faits au centre de cette éventuelle négociation. Il y a Terry Waite qui est donc l'envoyé spécial britannique à Beyrouth et à Larnaca. C'est ça, nous avons appris toutes ces informations après avoir pris connaissance cet après-midi de l'arrivée dans la région et à Beyrouth en particulier de l'envoyé spécial de l'archevêque de Canterbury, M. Terry Waite, qui se trouvait cet après-midi même à Beyrouth. Il avait rencontré des journalistes occidentaux. Il leur avait annoncé que quelque chose était en train de bouger qui, disait-il, pouvait aboutir à la libération de plusieurs otages. Monsieur Terry Waite, on le sait, a déjà joué un rôle important au Liban et dans d'autres pays conflictuels de cette région, le Proche-Orient. Il a obtenu notamment l'été dernier la libération d'un prêtre américain, le père Jenko, et monsieur Terry Waite vient de regagner Chypre, où il est arrivé tout à l'heure à bord d'un hélicoptère américain en provenance de Beyrouth. Il s'est ensuite dirigé vers une destination inconnue. Juste un mot, des réactions ce soir, très rapidement? Aucune réaction. À Paris, on a appris la nouvelle par les dépêches d'agence. Aux États-Unis, pas de commentaires non plus. Merci Bruno, merci pour ces précisions. Il fallait vous les donner avant de refermer ce journal. Vous aurez d'autres précisions, d'autres informations, d'autres développements sur cette affaire très importante avec Philippe Arroir. Ce sera tout à l'heure aux environs de 22h50 et bien sûr dans les prochaines éditions, demain à 13h et puis demain soir à 20h. Je vous donne rendez-vous donc à demain soir 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.